Messieurs, madame, de partout où vous nous suivez, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans Politico. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'endroit à travers lequel vous nous captez. Alors, pour ce vendredi, j'espère que nous avons débuté ensemble avec vous la semaine. C'est-à-dire, du lundi à ce vendredi, il y a eu des sujets qui ont fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Et pour cette semaine, Politico a retenu 4 sujets. Nous commençons par cette grande nouvelle de l'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga. Nous l'avions suivi. Aujourd'hui, c'est prévu que le chef de l'État puisse atterrir à Lubumbashi. Mais entre-temps, nous allons nous poser des questions par rapport à cette itinérance. Nous chercherons à savoir c'est quoi les objectifs de cette visite dans l'espace Grand Katanga. Quelle mission? Parce que vous vous demandez, mais durant ces contextes ici, le chef de l'État séjourne dans le Grand Katanga. Toutes ces questions, c'est tout à l'heure. Le deuxième sujet, comme toujours, vous saviez que la République démocratique du Congo reste dominée par cette actualité liée au dialogue annoncé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Durant cette semaine, il y a eu plusieurs rebondissements sur la question. C'est notamment le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, qui a fixé l'opinion plus l'opposition congolaise par rapport au moratoire qui est celui du 15 août. Déjà, nous sommes à 2 semaines de ces moratoires. Alors, l'opposition, de son côté, a réagi par rapport à la loi liée au référendum qui a été validée par la Haute Cour. Toutes ces questions seront traitées également durant ces 58 minutes que nous aurons avec vous. Troisièmement, la question sera aussi celle de ces procès de Mutamba qui s'est ouvert, Mutamba qui s'est présenté devant ces juges, Mutamba qui a claqué la porte. Entre-temps, il y a eu des réaménagements dans la magistrature. Est-ce qu'une simple coïncidence? Est-ce que tout est fait sur mesure? Est-ce que c'est que Mutamba est en train de dénoncer sont vrais ou pas? Ça sera avec vous. Et enfin, nous revenons ici chez nous, dans le Lualaba, avec la question de l'insécurité qui continue à faire la une. Ici chez nous en province, plus précisément à Kolwezi. Bienvenue à tous. Il s'agit de Politico, une émission sans filtre, sans langue de bois. Nous allons nous dire les vérités en face. Avec vous, Maître Étienne Toumba. Heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, Madame Grace. C'est un plaisir d'être une fois de plus invité dans cette émission. Et tel que vous le dites, sans gants, sans filtre, par moment... Sans langue de bois, surtout. Sans langue de bois, oui. Et, par moment, on a l'impression d'être au pilori. J'espère que pourquoi? Tout se passera très bien. Et mes pourquoi salutations. vous avez cette impression, Maître Étienne? Bon, il y a quand même la masse silencieuse qui, je tenais d'ailleurs à vous transmettre ce message-là. La plupart des gens qui vous suivent apprécient votre manière de faire les choses. Mais on m'a dit, Maître, cette dame-là, apparemment, ça, elle a fait comme Michinja. J'ai dit, bon, comprenez. J'espère qu'aujourd'hui, je serai très douce avec vous, Maître Étienne Toumba, mais entre-temps, nous avons ce devoir d'informer ceux qui nous suivent de partout parce que nous avons ce devoir. Alors, Maître Étienne, le chef de l'État séjourne dans l'espace Grand Katanga, une mission d'itinérance, et vous, étant un analyste indépendant, à moins que vous me dites que vous avez changé de camp, mais jusque-là, moi je sais que vous êtes un analyste indépendant. Comment trouvez-vous cette mission d'itinérance du chef de l'État? Merci beaucoup, madame, pour la question. D'emblée, je tiens à rappeler que je continue à être un analyste indépendant et un président d'un groupe de réflexion qui est l'un de toutes politiques. Déjà, l'itinérance du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, pour moi, c'est satisfaisant parce que j'ai été parmi les gens qui ont suffisamment critiqué le fait que le chef de l'État voyageait trop à l'extérieur. Okay. Le fait pour lui, aujourd'hui, de sillonner à l'intérieur du pays, cela permet de s'imprégner de réalité. Voyez-vous, mais au-delà, par exemple, des inaugurations, de tout ce qui est fait, ça lui permet de côtoyer ceux qui vivent là-bas et de voir certaines réalités en face. Je l'ai toujours dit, moi j'ai eu l'avantage d'éventrer les Katanga de bout en bout. Il y a les gens qui vous vivent dans des conditions inhumaines et c'est inexplicable pour le Katanga qui est le poumon économique du Congo, pour le Katanga qui est ce scandale géologique et j'ose croire que le chef de l'État, en dépit de ce qu'il a bien pu préparer par rapport aux inaugurations, visites et tout ça,
il peut sortir avec certaines réalités qui permettraient d'orienter aussi sa politique par rapport au social de nos populations. Donc, à vous entendre parler, c'est une mission qui vise à donner plus de valeur à l'espace Grand Katanga. Bon, pas donner plus de valeur. Il a été, la dernière fois que j'étais ici, je crois, c'était au Congo central, il a été partout ailleurs. Et le fait d'être ici aussi dans le contexte actuel, où le Katanga, entre guillemets, est censé réputer être les bastions de Moïse Katumbi et les autres acteurs. Voilà, qui sont... même ce qui frise, au fait. J'aime ces points que vous venez de relever. Ça ne peut pas friser parce que c'est lui le chef de l'État, il est chez lui. Okay. Mais on peut, au-delà de ce qu'il fait se dire, il vient même dans ces bastions-là. Pendant cette période, il y a toujours des cartes qui peuvent J'aime bien cette lecture. Pendant cette période, revenons là-dessus avec vous, Maître Étienne Toumba. Nous savons tous la période dans laquelle la République démocratique du Congo est en train de traverser, une période où il y a des tensions politiques, on ne peut pas se voiler le visage. Pendant qu'il y a des tensions politiques, il y a dialogue d'une part, il y a référendum de l'autre part, révision constitutionnelle, il y a tout ça comme pression, mais le chef de l'État décide de faire sa mission d'itinérance dans le Grand Katanga. Comment établissez-vous ce rapport? Est-ce que c'est une mission qu'il fait au hasard? Parce que nous savons aussi que l'espace Grand Katanga n'est pas un espace comme ça. Historiquement parlant, cette zone est une zone hautement politique en termes de la politique de la République démocratique du Congo. Le fait que Félix-Antoine Tshisekedi foule ses pieds dans cet espace, dans ces contextes, durant cette période, vous, en tant qu'analyste politique, comment analysez-vous ces déplacements? J'ose croire que ce n'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'en réalité, le Grand Katanga, tel que je l'ai dit, est censé être le bastion de l'opposition pour le moment. Or, comme le dit un verset biblique, frapper les bergers et les brebis se disperseront. Aujourd'hui, en toute honnêteté, je ne vois pas un leader katangais de la carrure des Kyungwa Koumanza qui pouvaient se tenir comme ça et il n'y a rien qui se passe, qui soit là aujourd'hui. Et quand le chef de l'État est là, vous verrez, j'ai suivi au Katanga où le gouverneur a réuni les confessions religieuses, les chefs coutumiers et consorts. C'est ce qu'on appelle en politique ratisser large. Okay. Ça peut être aussi une façon déjà de glisser en quelque sorte chaque fois qu'il y a rencontre avec la communauté, le bien fondé de la démarche relative au dialogue ou même entre guillemets à la modification, au changement de la Constitution. Mais nous, ce qui nous retient, c'est le fait qu'il soit là. J'ai vu l'hôpital qui a été construit par le bâtisseur. Si ces mouvements-là pouvaient être considérés comme étant le service national de l'époque de Mzee Kabila est implanté partout ailleurs, ça peut toujours amener le développement. Donc, il y a quand même le bon côté par rapport au social. Bon, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une émission qui analyse la politique sans filtre. La République démocratique du Congo, comme vous le saviez, compte 26 provinces. Et depuis l'accession du chef de l'État au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2019 jusqu'à ce jour, le chef de l'État a fait 11 visites dans l'espace Grand Katanga. Et aujourd'hui, pendant que le chef de l'État séjourne dans le Katanga, nous voyons Katebe Katoto également. Je pense que vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce qui se trame derrière cette mission qui intervient dans ces contextes-ci? C'est quoi les dessous des cartes? C'est quoi les non-dits dans cette visite du chef de l'État? J'ai aimé l'introduction de votre question. Il faudra noter que l'espace Katanga n'a jamais donné de tranquillité à aucun chef de l'État. Vous avez le courant avec le barrage Inga. On appelait ça Inga Shaba. Oui. Et quand j'ai lu David Van Reybrouck, il explique l'histoire. Le Katanga n'a cessé d'enquiquiner le président Mobutu. Et vous verrez que la RDC a été battue autour de l'union minière qui était aujourd'hui la Gécamine. Et à tout moment, les Katanga menaçaient le fédéralisme, les Katangais n'étaient pas d'accord avec ci, avec ça. Ça a toujours été une province ou une région capricieuse. Et avec raison. Est-ce qu'elle continue d'être capricieuse jusqu'à ce jour? Oui, c'est pourquoi vous voyez Félix Tshisekedi qui fait trop de déplacements. Ça, c'est mon analyse. Donc, pour bien diriger le Congo, il faut avoir avec soi le Katanga. Oui, il faut maîtriser le Katanga, d'autres termes. Oui, et c'est comme ça que... Que représentent les Katanga pour ce régime de Félix-Antoine Tshisekedi? Non, pas seulement pour ce régime, mais pour chaque régime. Et même Joseph Kabila, il a été combattu par ses propres frères katangais.
avec les Barataratanga qui sortaient à tout moment, voyez-vous, pour fermer la petite parenthèse. C'est comme ça que Mobutu va construire ces barrages d'Inga, appeler ça Inga Shaba, prendre ce courant-là, l'amener au Katanga. Comme ça, chaque fois qu'on fait des caprices, il coupe le courant, l'union minière ne fonctionne pas. Donc, par rapport au déplacement de Félix Tshisekedi à tout moment dans l'espace Katanga, vous pouvez déjà comprendre. C'est une zone géostratégique et vous ne pouvez pas gouverner sans les Katanga. Et aujourd'hui même, j'ai suivi, je ne vais pas spéculer, je vois déjà les gens prêter des intentions à Katebe Katoto, on dit il est venu trahir son frère. Il se peut que ça soit vrai. Est-ce que tout se joue au niveau du Katanga à ce jour? Oui, parce qu'en réalité, s'il y a l'adhésion au niveau, je crois qu'on va revenir là-dessus par rapport au dialogue, c'est là qu'on devait sentir cette opposition, que ce soit par rapport au dialogue, que ce soit par rapport à la révision de la Constitution, c'est ce qui devait faire mal à la tête du chef de l'État. Mais quand on regarde qu'il arrive quand même à ratisser large, Moïse Katumbi en dehors du pays, je ne sais pas, avec lui. Le terrain est libre. Le terrain est vide. Le terrain est vide et quand Félix arrive comme ça, et surtout ça, c'est ce qu'on appelle en latin suspecto tempora, un temps suspect. Donc, on a raison de nous poser plus de questions sur cette mission d'itinérance. Tout à fait. Tout ne se dit pas. Qui intervient dans un contexte très particulier. Oui, et c'est là que l'opposition doit se réveiller. Donc, tout est en train de se jouer. Vous avez vu avec, sûrement qu'on va y revenir, ce qui s'est passé, la loi référendaire qui passe. Chaque fois que je regarde des informations, on parle des chefs de confession religieuse qui sont d'accord, on parle des chefs coutumiers qui sont d'accord. Donc, le terrain est en train d'être préparé jusqu'à ce que le coup de grâce va intervenir et vous allez appeler les Katangais à sortir et il n'y aura personne pour sortir. Est-ce que ça ne frustre pas d'autres provinces telles que la Tchouapa, la Mongala, le Maïndombe, le Kenge ou le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, n'est pas passé par là? Si nous savons tous quand le chef est dans une zone, cette zone est sous projecteur. Donc, il y a une façon de booster la zone économiquement parlant, les développements et tout, parce que nous connaissons certaines de nos autorités. Lorsqu'ils apprennent que les chefs viennent, il y a ceux-là qui peuvent arranger les routes, il y a on va booster le tourisme, l'économie. En même temps, la zone se développe. Le chef de l'État visite plus l'espace Grand Katanga. Certains estiment que le Grand Katanga bénéficie plus au détriment des autres. Est-ce que ça ne va pas créer une forme de frustration pour les autres provinces? Est-ce que les autres sont aussi frustrés du fait que les Grands Katanga donnent plus? C'est connu de tous. Les budgets alimentaires, combien de pourcents par les Grands Katanga, on ne se voile pas la face. Même dans nos familles africaines. Vous savez, chez les Bantous, le verbe être et le verbe avoir, c'est un même verbe. Okay. Nico, maître Étienne, Nico na maître Étienne. Je suis maître Étienne, je suis avec maître Étienne. On est par ce qu'on a. En tout cas. Et le Katanga a ce qu'il a, il jouit de ses privilèges. Là, c'est tout à fait naturel. Lorsque vous avez 9 enfants, 26 enfants, vous ne visitez que 4 enfants ou 3 enfants. Est-ce que vous ne frustrez pas les autres enfants qui sont les provinces? Même alors, les chefs de l'État, chaque fois qu'il arrive, souvent c'est dans les chefs liés. Je vous dis, j'ai éventré les Katanga. Quand vous quittez, là où il est là, dès que vous quittez, vous arrivez à Kabondo Dianda. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Dans chaque parcelle, qui m'a bien fabriqué le tout quoi, donc il n'est pas arrivé là-bas. Là, c'est la conscience de ceux qui gouvernent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, vous pouvez dire je vais être frustré parce qu'on a visité les Katanga, mais toutes ces personnes-là. J'ai été à Kabalo, quittant Kabalo pour rentrer à Kalemi. J'arrive à l'entrée de Ankoro. Il y a une petite rivière là-bas. Les élèves doivent traverser. Il faut qu'on allait où un monsieur avec qui on était, papa Jérémy, je le cite, il est même pasteur. À Rangouka, il avait pleuré, et c'est trop vaste. Voyez-vous, ce n'est pas simplement le fait que le chef de l'État a séjourné ici à Kolwezi pendant 2 jours que le loi là-bas est privilégié. Il n'est pas arrivé à Moussoukwantanda, il n'est pas arrivé à Moussumba, il n'est pas arrivé à Dilolo. Et vous connaissez la situation. Donc ça, c'est l'interpellation de la conscience de ceux qui nous gouvernent. C'est comme ça que j'ai dit, il va côtoyer certaines réalités et ces réalités sont générales.
À partir de là, il peut orienter sa politique. Merci. Nous entamons déjà notre deuxième sujet, d'ailleurs le grand dossier de ce numéro des politiques. Il s'agit de la question du dialogue avec tout ce qu'il y a eu comme rebondissement. Mais avant d'aller plus loin, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a fixé l'opinion en général et plus l'opposition par rapport à ces moratoires que l'opposition a donné au chef de l'État du 15 août. Nous savons que déjà aujourd'hui, le 31, nous sommes à 2 semaines de ce moratoire. On écoute Patrick Muyaya, on revient après. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal, il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulu. Voilà, il s'agissait d'une idée politiquement politicienne. Maître Etienne, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'apparemment, l'opposition veut mener ça sur le plan de la politique où vous ne tenez pas compte des intérêts du peuple. C'est ça la politique politicienne. Moi j'ai toujours dit la politique qui est des réflexions basées au type digestif. Vous ne voyez que vos propres intérêts. L'annonce du dialogue était une idée politiquement politicienne. Non, l'ultimatum plutôt. Le fait de dire si ça mais ne se fait chacun interprète pas, de sa manière. Hein? C'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, quand vous parlez de ces dialogues-là et que nous sommes sur un terrain politique, chacun essaie de tirer le drap de son côté. Et vous avez vu que le porte-parole du gouvernement répondait bien évidemment à l'ultimatum. Pour dire, est-ce que vous avez peur de cet ultimatum qui arrive vers le 15? Vous savez que là, il y a une question. Oui. L'idée politiquement politicienne, est-ce le dialogue ou l'ultimatum? La compréhension du dialogue par l'opposition qui se matérialise par l'ultimatum. Okay. Ça veut dire, apparemment, si je peux expliciter ce qu'il a dit, sous couvert des erreurs, ça veut dire que quand on a annoncé le dialogue, l'opposition a cru que c'est l'occasion pour eux de revendiquer ce qui leur revient du point de vue politique. Okay. Et c'est là qu'il recadre en disant non, on suit la vision du chef de l'État parce qu'on doit faire front commun et discuter sur l'agression du Rwanda. Donc on est là avec le Congo comme protagoniste et non pas une bataille entre les antagonistes, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. Est-ce que la date du 15 a été connue après s'être mis d'accord pour le 15 ou bien cette date a été évoquée avant même que le chef de l'État n'annonce le dialogue? Non, la date est venue après que les chefs de l'État aient annoncé le dialogue et au moment où l'opposition reporte sa marche du 22, mais elle prévient. Donc la date a été annoncée avant le report de la marche? Oui, après, je crois, après les reports, mais elle n'était pas annoncée avant, parce qu'avant l'annonce du dialogue, nous étions sur la date du 22 où il y aurait marche. Mais si l'opposition a reporté sa marche pour une date ultérieure, c'est parce que l'opposition aurait reçu des garanties quelque part que le dialogue serait annoncé, je suppose. Il n'y a pas de garantie. L'opposition s'est fait duper. Vous n'avez pas à supposer. Ah, donc l'opposition s'est fait duper alors? Si. Parce qu'en réalité, quand vous analysez le dialogue, je démontrerai les avantages par rapport à l'opposition. Nous avons vécu ça, les dialogues intercongolais à Sun City. Et ça a donné lieu au gouvernement 1+4 et l'opposition armée, non armée a pu intégrer les institutions. Et par la suite, il y a eu la transition ainsi que la constitution, les élections. Vous avez aussi les dialogues de la Saint-Sylvestre, pas de troisième mandat pour Joseph Kabila, gouvernement d'union nationale et puis calendrier électoral.
Maintenant, quand vous revenez à ce qui se passe maintenant là, lorsque le dialogue veut profiter au gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce le gouvernement, et le gouvernement, les régimes en place, annoncent le dialogue pour retarder les actions de l'opposition, entre autres, le fait d'avoir reporté la marche du 22. C'était une ruse utilisée par le pouvoir. Je Alors, ne sais pas appeler ça comme ça, c'est un coup de génie. Et le fait... Vous qualifiez ça comment, maître? C'est un coup de génie. Vous savez, la politique est amorale. Il n'y a pas de morale dans la politique. Mais moi, je me plains par moments quand elle devient immorale. Mais tous les coups sont permis. Comment est-ce que vous pouvez accepter de lâcher la pression que vous étiez en train de faire? Parce que s'il y avait encore cette marche-là, nécessairement, des incidents, les autres médias internationaux allaient en parler, vous-même ici sur Mikuba, ça allait faire assez de bruit et que la communauté internationale peut regarder, il y a un problème ici. Mais vous avez reporté. Et quelle est la conséquence? Au moment où ils reportent sans garantie efficace, on valide la loi sur les référendums. C'est un autre coup qui vient de se passer. Donc il n'y a jamais eu de garantie. Alors si le 15 passé et que rien n'est fait, qui perd en termes de crédibilité? Est-ce l'opposition dans le sens où l'opposition s'est fait berner ou le pouvoir dans le sens où le pouvoir n'aurait pas tenu sa promesse? Non, c'est l'opposition. Vous avez vu déjà Pero Luara qui appelle souvent à soutenir cette opposition-là, critiquer ce qu'ils ont fait. C'est incompréhensible du point de vue politique. Donc c'est cette opposition-là qui perd en crédibilité, qui apparemment ne maîtrise pas ce qu'elle est en train de faire. Et pour le gouvernement, c'est encore un point gagné vers son objectif. Et quand vous prenez cette attitude de l'opposition, ça risque de finir comme les pays, les équipes africaines à la Coupe du Monde où on pouvait mener au score au début et puis vers 76, on égalise et puis 90 plus 1, on marque et puis vous êtes éliminé. C'est très dangereux. Mais à ce jour, là, nous nous retrouvons avec deux objectifs devant nous. D'une part, il y a le référendum qui doit être organisé après la promulgation de cette loi. Et nous attendons également, la révision, les référendums qui annoncent bien sûr la révision constitutionnelle et le pouvoir qui veut aller vers, l'opposition qui veut aller vers le dialogue. Alors, est-ce qu'on sera à mesure d'organiser les deux choses au même moment? D'une part, le référendum, de l'autre part, le dialogue. Bon, c'est là qu'il y a, comment dire, déjà du point de vue juridique, de par la Constitution, c'est impossible d'organiser un référendum quand on est sous état de siège. Donc, l'état de siège n'a pas encore été levé à l'Est, c'est impossible de le faire. Et le bon sens, ce référendum vient statuer sur certaines questions. Et ces questions-là intéressent l'ensemble de la population congolaise. Vous ne pouvez pas organiser les référendums et priver les parties du pays qui sont sous occupation étrangère. Donc, il est tout à fait inconcevable, à mon sens. Mais ça peut s'élever. Oui, on a encore du temps. Si ça s'élève pour qu'on fasse du point de vue du droit, il n'y a pas de problème. Là, c'est encore un autre coup. Est-ce qu'il y aura des conséquences si le régime décidait à ce jour de lever l'état d'urgence dans l'Est de la République? Bon, ça a permis de contenir la situation d'agression et tout ça. Ce sont eux qui ont toutes les informations. Avant de procéder à une telle mesure, ils vont en examiner les conséquences du point de vue de la sécurité et de l'évolution de cette situation qu'ils vont essayer de contenir. Donc c'est aussi une contrainte d'une part? Légale, c'est une contrainte légale. Okay. Mais du point de vue stratégique, c'est eux qui savent avec l'armée et tout ça. Alors, quand vous revenez aussi du côté de l'opposition, c'est là même que c'est compliqué. Même ces élections-là, comment est-ce que vous allez les tenir sans que les autres puissent participer, alors qu'il y a la question de légitimité qui revient dans tout ce qu'il y a eu comme projet de société. Martin Fayoulou, par exemple, il parlait du défaut de légitimité en évoquant les pourcentages de celui qui est élu comme président, en disant qu'il faut revoir la Constitution pour revenir aux élections à 2 tours. Mais vous qui parlez de la légitimité, comment voulez-vous alors qu'on ait aux élections sans que Goma et consorts puissent voter pour vous? Et maintenant, par rapport au dialogue, c'est là qu'il y a le problème. Le débit est déjà faussé. Oh. Pour que le dialogue soit avantageux pour l'opposition, il y a 4 conditions. Lesquelles? La première, c'est l'unité de l'opposition. Et depuis le moment où on a annoncé les dialogues, vous avez vu combien l'opposition est en train de se tirer dessus. J'ai suivi Marley, vous, les cordeaux, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec qui j'ai partagé les plateaux, en train de tirer comme il en a l'habitude sur Olivier Kamitatou. Et ce que j'ai aimé dans son langage, il dit, comme il a vu l'annonce du dialogue, il veut débarrasser tout le monde autour de Moïse Katumbi pour qu'au cas où il y a de postes, qu'il puisse mettre lui ses pions. Il n'a jamais gagné
Olivier Kamitatou. Là, Oui. c'est Marley vous qui l'a dit. Ok. Il dit au cas où il y aurait des postes que lui, Olivier Kamitatou, puisse donner à ses proches et à lui-même parce qu'il n'a jamais gagné d'élection. Il allait plus loin, il aurait fait fuiter un document du C64 et tout ça. Donc, on n'est même pas encore arrivé, même tout près de ces postes-là. L'opposition se divise déjà. Il y a déjà de coups bas. Oui, il y a un problème. L'ordre du jour doit être clair. Quand vous avez suivi le ministre Moutamba, il dit ici, le chef de l'État, dans sa philosophie, c'est de faire front commun contre l'agression. Le ministre Mouyaya. Les ministres Mouyaya, sorry. Les ministres Mouyaya. Or, quand vous prenez l'opposition pour l'opposition, c'est dire à Félix, tu dois partir, les élections et consorts. Donc, l'ordre du jour jusque-là, et comme on a dit, c'est le chef de l'État qui va fixer, il faudra tenir compte de ça. Et aussi, vous avez la question du médiateur. Vous vous souvenez d'Eden Le Kodjo? choix du médiateur. Vous vous souvenez d'Eden Kodjo et du fait Etienne Tshisekedi? Ok. Donc, on peut revivre le même scénario à tout moment. Est-ce que l'opposition aura la même mise sur les médiateurs? Et enfin, vous avez les rapports de force. Et c'est le plus important. Moi, je vais vous ajouter un autre point, le porte-parole de l'opposition. C'est une question que j'ai posée dans l'émission de la semaine passée. Qui va accepter d'accompagner l'autre au sein de l'opposition? Est-ce Joseph Kabila qui va accompagner Moïse Katumbi? Est-ce Moïse Katumbi qui va accompagner le patron du M23 qui est Nanga? Est-ce que Nanga qui va accompagner Martin Fayoulou? Chacun se déclare être leader de l'opposition, leader de sa lutte. Est-ce qu'il y aura ceux qui vont accepter de s'effacer et accompagner l'autre? Je préfère leur accorder le bénéfice du doute, mais ça revient au premier point. Je vous ai parlé de l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition voudrait dire qu'eux tous, ils font profil par rapport à leurs ambitions. Ils ont une lutte, peut-être faire partie de ce qui dit OK, pour cette lutte-là, lui sera le chef de file et nous allons suivre pour voir ce que ça va donner. Or, je vous ai donné déjà un exemple ici où avant même qu'on nous parle poste, il se tire dessus, ce qui sera difficile. Donc, ça sera extrêmement difficile. Mais quand vous revenez par rapport au rapport de force, c'est la légitimité de l'opposition. Vous pouvez avoir un gouvernement qui est légal, mais l'opposition qui est légitime. Et la légitimité émane de l'adhésion de la population. Or, à chaque fois que l'opposition appelle à des rassemblements, à des boycotts, à des manifestations, il peine à sensibiliser ou à mobiliser les masses. Tant que vous n'avez pas ces masses-là, c'est impossible de constituer un rapport de force pouvant obliger les régimes, même si dialogue il y a, à appliquer les conclusions du dialogue. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on a annoncé les dialogues, il ne suffit pas de participer au dialogue. Et à l'allure où vont les choses, je ne vais pas être prophète du malheur, il y aura souvent certains candidats du pouvoir au sein de l'opposition qui vont semer la zizanie. Et ça va être comme la conférence nationale souveraine. Pour nous qui avons vécu à l'époque, c'était un tohu-bohu inconcevable. Et alors, on va tirer suffisamment les choses en longueur. Parce que vous parlez de l'opposition, on va quand même les écouter. Ils se sont aussi exprimés après la validation de la loi référendaire au niveau de la Haute Cour. L'opposition s'est réunie en urgence et voilà sa déclaration. Communiqué de la coalition, article 64. La Constitution n'est pas négociable. Elle s'impose à tous. La coalition, article 64, a pris connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum. La C64 n'entendait rien de constructif d'une Cour constitutionnelle dont les règles de composition ont été régulièrement corrompues par le régime de Félix Tshisekedi, ont envie d'avoir une cour aux ordres, privée de légitimité et dépourvue d'indépendance vis-à-vis d'un pouvoir qui l'a asservi. Son arrêt est donc nul et non avenu. L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Il a prouvé que la Cour constitutionnelle est pleinement plongée en complicité avec M. Tshisekedi dans la criminelle entreprise de renversement de l'ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle reste une caisse de résonance qui ne mérite ni respect ni crédit du peuple congolais. La haute trahison vient d'être cristallisée par cet arrêt scélérat. Par ces faits, la C64 rappelle que cet arrêt est une rébellion judiciaire
de la Cour constitutionnelle contre le peuple souverain, qui la tiendra vaincue et expose tout ce qui concourt à la commission du crime de haute trahison aux sanctions prévues par les lois de la République. La Cour constitutionnelle n'a pu rendre son arrêt transgressif qu'au prix d'une négociation entre les règles constitutionnelles claires et les violations grossières et manifestes de la Constitution qui ont engendré un texte déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, mais frappé pour plus du quart des articles de réserve d'interprétation. Ce qui jette plus de confusion et de désarroi dans l'opinion publique. La C64 souligne que cette décision constitue cependant... Voilà, vous venez là de suivre l'extrait de la déclaration du C64. Alors, Maître Etienne, plusieurs points ont été évoqués dans cette déclaration. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention? Je voudrais faire une petite analyse. Je crois à chaque fois que je donne les cours d'éloquence lors des concours aux jeunes gens qui y participent, j'ai toujours dit, les langages, ce n'est même pas moi qui l'ai dit, tous les auteurs sont unanimes quant à ça. Je ne sais pas vous qui avez fait la communication, c'est qu'on vous a appris, peut-être que vous allez me contredire. La communication est d'abord non verbale. Justement. Est-ce que vous avez observé la tête des opposants sur cette vidéo? Moi, je disais même jusque-là que la tête de Martin Fayulu me faisait rire. Quand j'ai observé, ils sont exaspérés. Et le terme exaspéré signifie dépassé par le poids des événements. Donc, ils se retrouvent dans une situation où apparemment le contrôle leur échappe. C'est un aspect de communication qu'ils n'ont pas su gérer. Il n'y a pas de vigueur. Ils sont fatigués. J'ai regardé le président d'Elie Sesanga perdu dans ses pensées. Si on peut le voir en image. J'ai regardé le président d'Elie Sesanga perdu dans ses pensées. Jean-Marc Kabound très pensif sur moi qui s'est dit qu'est-ce que je suis venu faire en opposition. Martin Fayulu, on dirait, il était au deuil. Donc, vous sentez qu'il n'y a pas de force. Et quand vous prenez ce qu'ils ont déclaré, par exemple, quand ils vous disent la composition de la Cour constitutionnelle qui a été corrompue pour accompagner Félix Tshisekedi dans ce qu'ils appellent entreprise criminelle, c'est faux. C'est faux parce que c'est la Constitution et la loi qui organise la Cour constitutionnelle qui prévoit ça. Okay. Parmi les 9 membres de la Cour constitutionnelle, 3 sont nommés par les chefs de l'État, 3 proviennent du Parlement, ils vont donner 3 délégués, et 3 du Conseil supérieur de la magistrature. Mais là aussi, il y a un débat jusqu'à ce jour. Mais c'est parmi les dispositions de la Constitution qu'on doit en principe modifier. Il y a un débat parce que lorsqu'ils sont nommés par le chef de l'État, donc ils sont rédevables au chef de l'État, c'est aussi une faiblesse de notre justice. Oui, et c'est prévu par la Constitution. Ce sont des erreurs à corriger. Vous ne pouvez pas dire non à la personne qui vous a donné le pouvoir. Bon, en principe, il y a le devoir d'ingratitude qui est imposé, mais les Bantous, nous avons notre être. Quand vous avez vu quand il y a eu des nominations, c'est toujours j'ai été élevé, Dieu merci. Donc vous pensez que ces points donnent raison au président de réviser la Constitution? Oui, ce sont des pièces symboliques. Ce sont des pièces symboliques qu'il faille corriger dans la Constitution. C'est comme ça qu'en principe, quand j'ai parlé de l'ordre du jour, plutôt que de nous offrir ce spectacle, l'opposition devait s'arranger et se dire, OK, allons-y, sur ces points nous sommes d'accord, sur ces points nous ne sommes pas d'accord, qu'il y ait un débat de droit, et même ce peuple-là que vous appelez, s'il comprend, il peut vous suivre. Et un autre point, quand ils disent c'est nul et non avenu, non, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont rendus en premier et dernier ressort. Donc, tel que c'est fait là, c'est fini. Entre-temps, ils annoncent un rebondissement pour bientôt, commençant par une marche. C'est pas un problème. Et même, ils étaient partis pour déposer une plainte contre Tshisekedi à la Cour constitutionnelle. Et vous savez, même quand vous menez une lutte, la manière de traiter les autres peut même les amener à vous suivre à un moment donné. Il ne faut pas minimiser le travail des autres. C'est quelque chose qui s'est fait depuis à l'Assemblée. Il fallait étouffer les poussins dans l'œuf. Vous n'y êtes pas parvenu. Et c'est lui qui a proposé cette histoire. C'est un professeur. Tout a été bien ficelé. Et quand on arrive là-bas, on vous dit c'est conforme. Vous dites la Cour constitutionnelle, vous vous acharnez sur elle. Non, la bataille ne devait pas se passer là-bas. Et c'est comme ça que quand Kamita aurait dit que l'opposition qui est à Kinshasa, ce sont des aventuriers, je crois, j'ai entendu une phrase comme ça de Marley, ils s'énervent. Donc il faut quand même s'organiser et savoir ce que vous voulez au finish. Et on a vu le président Patrice Talon du Bénin qui a initié autant de réformes dans la Constitution. Il a fait passer les mandats de 5 à 7 ans et ça ne lui a pas profité. Gandhi a vaincu les Anglais par un discours. Okay. Donc plutôt que de suppiter, plutôt que de prêter des intentions, amener des arguments de droit,
tout en ayant aussi la pression sur la rue et la population qui vous suit, là, vous pouvez faire bouger les choses. Et avant de finir ou d'échanger des sujets, moi, je voudrais quand même savoir, puisque la date du 15 reste quand même une date importante durant ces contextes par lesquels traverse la République, que représente cette date, non seulement pour le pouvoir, pour nos populations et même pour l'opposition à ce jour? Le 15, il y aura un jour, il y aura une nuit et on sera le 16. On sera le 16. Donc c'est une date qui ne représente rien à ce jour. Même Étienne Tshisekedi, qui était le leader incontournable, quand il disait journée ville morte, même les poules ne sortaient pas, il l'a fait et ça n'a rien changé. Il est parti même sans avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir implique des stratégies, avoir le pouvoir implique l'intelligence. Voyez-vous? Et la lutte aujourd'hui est difficile parce qu'il y a certains facteurs qui entrent en jeu. Vous avez Félix Tshisekedi qui vous dit, avec les accords de Washington, on doit faire certaines modifications constitutionnelles. Donc il peut tout faire passer et il n'y aura pas de pression à l'extérieur. C'est comme ça que d'ailleurs, depuis qu'il a commencé cette histoire, je ne vois pas l'extérieur condamné. Voyez-vous? Il y a un deuxième facteur qui entre en ligne de compte, c'est la guerre à l'Est. Et c'est comme ça que Patrick Mouya vous dit, les prélats ont commencé par reconnaître que nous sommes agressés par le Rwanda. Ça, c'est un discours, un narratif, comme vous le dites. Okay. Donc, vous devez faire un front et avoir ces narratifs-là. Donc, vous voulez dire que cette lutte, ces combats est en même temps communicationnel, les numériques et sur tous les plans? Oui, parce qu'en réalité, la population qui doit légitimer l'opposition, à un moment donné, elle hésite dès lors qu'il y a semblant de complicité entre l'opposition non armée et, entre guillemets, ce qu'ils appellent l'opposition armée. Ils doivent être clairs. Et comment qualifiez-vous, puisque nous sommes déjà par rapport à cette réalité, à la manière dont le pouvoir est en train de jouer ses pions? Est-ce qu'il s'agit d'une forme de manie, une forme de trahison, une intelligence ou stratégie politique ou un coup d'État constitutionnel? Non, il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Ce n'est que la politique dans l'État pur. Tout politicien qui se respecte se doit de lire Machiavel, Le Prince. Okay. C'est le pouvoir de tout grand homme politique. Et quand vous lisez cet ouvrage-là, ce ne sont que des stratégies. C'est vrai que ça a été mal interprété, mais ce ne sont que des stratégies. Et quand vous regardez, il y a une chose, on doit se dire certaines vérités. Okay. Je ne voudrais pas que je sois taxé, par exemple, de quelqu'un du pouvoir. Lorsque le président Félix arrive... Même si vous défendez les pouvoirs, merci. Non, je ne défends pas, j'analyse. Lorsque le président Félix arrive, il a été traité de placebo. Il a été traité de pantin. Il a été traité de... C'est lui qui a traité les autres de pantin. Lui n'a pas été traité de pantin. Non, au début, quand Félix venait de prêter serment, il était qualifié comme étant le pantin de Joseph Kabila. Martin Fayoulou l'a répété. L'opposition l'a fait. Vous vous souvenez du ministre de la Justice, Tunda Yakasenda? Tout ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de Mme Janine Mabunda? Justement. Félix Tshisekedi a acquiescé. Il a affûté ses armes. On ne pouvait pas lui donner une année au pouvoir. Il a fait ce que nous appelons qu'on n'est pas en Dani. On a vu nous mbamba hivi. On a ningisha munyumba saka ntakato sapaka vile mine ngamle mina nene pour nous kokota chitoke pa mulangu. Donc c'est la réalité actuelle. Il faut des stratégies, oui. Et aujourd'hui, il est passé de placebo, de tout ce qu'il disait, à dictateur et tyran. Donc à un moment donné, l'opposition doit s'arrêter, se réorganiser. C'est quand même quelqu'un qu'ils ont côtoyé. Ils peuvent anticiper certains coups, être proactifs. Et jusque-là, il a gagné sur tous les fronts. Dites-moi le seul point où l'opposition a mené une guerre contre Félix et a gagné. Que ce soit c'est quoi les groupes de Joseph Kabila? FCC en harmonie avec eux, quand Moïse Katumbi était venu, lui-même Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans tout ça? Ils ont toujours été dupés comme ça. Ce ne sont que des pions. On les déplace ici. Moïse Katumbi est venu là légitimer Félix Tshisekedi pour faire les divorces avec Kabila. Et puis quelques temps après, il repart. Or, il lui avait déjà prêté des béquilles au moment où il en avait le plus besoin. Il répare. Donc, Tshisekedi est en train d'utiliser l'opposition pour ses propres... Je ne veux pas dire que c'est un bon politicien, c'est ce qu'il est. Donc, il revient à l'opposition aujourd'hui de réfléchir et de bien mener le combat. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils se connaissent, mais j'ai comme l'impression que lui prend des avantages sur eux. Ils étaient tous dans l'opposition. Voyez-vous? Et ne prennent pas des avantages sur lui. Et ça, c'est très dangereux. Dossier Moutamba qui a claqué la porte à la justice. Maître Etienne, heureusement, j'ai un invité qui a cette double casquette, même si sur ces plateaux, je l'ai invité comme politique et non comme juriste. Maître Etienne, Moutamba, ancien ministre de la Justice, qui se retrouve en train de dénoncer une forme d'injustice dans la procédure de son dossier.
Est-ce que Moutamba a-t-il raison à ce jour? C'est compliqué. Déjà, j'ai compatis avec ce qui lui arrive. C'est quelqu'un de très courageux, avocat de son État et ancien vice-premier ministre et ministre de la Justice. Il avait sa lutte, son combat contre ce qu'il a appelé mafia judiciaire et tout ça. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation-là. Et personnellement, je ne sais pas analyser les dossiers, les failles, est-ce qu'on lui avait privé de ses droits, est-ce qu'on ne lui avait pas privé de ses droits, parce que simplement, même la si vous estimez déontologie qu'il a raison quelque me part. l'interdit. Je n'estime pas, vous me faites estimer ce que j'ai jamais Heureusement, estimé. les sourires Mais nous non, disent... je Vous venez suis- de parler de la communication ici, merci de l'affirmer. Non, c'est pas ça. Mais en réalité, du point de vue politique, Ok. il joue bien son jeu. Moutamba joue Parce bien que, son jeu. oui, parce qu'il s'est fait passer pour celui qui est persécuté, Pour une victime. pour celui qui est faible, pour celui qui veut être achevé. Et là, il part puiser même dans la philosophie. Il vous parle de boire la sugui comme Socrate et tout ça. La conséquence, c'est qu'il est en train de croître en légitimité, en popularité. C'est comme ça que j'ai vu quand il y a eu des nominations. Je n'avais pas suivi, je n'ai pas encore de confirmation par rapport à ce. Il y a eu des informations, j'ai vu certaines informations qui contredisaient qu'on aurait révoqué les PG-CAS. Et je vois les gens avec euphorie et tout ça. Et avec un peu de recul, je me dis donc, parce que Bamba Moutamba. Il fait très bien son boulot. Et c'est ça être un politicien. C'est Il pas est en quand... train de populariser son affaire. Oui, et ça, c'est très intéressant. Du point de vue politique, il le fait très bien. Et ça, c'est un bon politicien. Parce qu'un politicien, comme on l'avait dit à un des anciens héros grecs, les prix de la gloire et des marchés à côté de sa mort. Vous ne pouvez pas être politicien, on a jusqu'à passer au dossier qui il faut pas vous. Et vous verrez que quand il sortira de la prison, il sera encore on ne peut plus puissant, on ne peut plus grand. Il va inventer sa légende, il va écrire des ouvrages. J'ai souffert là-bas. Et là, il dit c'est pour le Congo. Voyez-vous? Et du point de vue politique, très bien joué. Moutamba qui se retrouve devant la justice, Moutamba qui remet en question la justice congolaise. Entre-temps, le chef de l'État prend une décision de réaménager au niveau de la magistrature. Est-ce qu'une simple coïncidence ou ce sont des calculs politiques? Est-ce une réponse du chef de l'État au cri de détresse lancé par Moutamba? Pas du tout. Ce n'est ni coïncidence ni quoi que ce soit. Ce n'est que le fonctionnement normal de l'appareil judiciaire. Et d'ailleurs, ces mises en place devaient être faites depuis, je crois, il y a une année ou 2 ans, ou une année et demie. Est-ce que ça aura l'impact sur l'affaire Moutamba? Ça n'aura pas d'impact. C'est un dossier judiciaire. Il est là en instruction, il continue. Il y en a qui ont été mités, il y en a qui ont été élevés en grade, il y en a qui ont été révoqués. Ça n'a rien à voir Est-ce avec... que Moutamba suspecte qu'il y aurait un complot de certaines personnes qui voudraient bien voir Moutamba à terre? Est-ce que ces réaménagements, genre Maître Etienne serait dans le complot, il a été mis à côté et on amène quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec Moutamba, aurait une conséquence? On a fait les réaménagements partout. Ici, chez nous, il y a le président Freddy du tribunal de commerce et qui est maintenu. Il y a le président du tribunal du travail, il y a le président du tribunal pour enfants, il y a la présidente Chantal du Tripé qui est maintenue. Est-ce qu'eux tous, ils étaient dans le complot? Ils n'étaient pas. C'est comme ça que je vous ai dit. L'appareil judiciaire, ça, ce n'est qu'un fonctionnement normal. Ces mises en place étaient prévues depuis longtemps. Depuis même le moment où Moutamba était ministre de la Justice, il ne restait plus que la signature. Pour tous ceux qui vivent dans le monde judiciaire, ils savaient que c'était imminent plutôt. Et je crois que c'était à un moment donné même gênant pour les chefs des parquets, les chefs d'office et les chefs des juridictions parce qu'ils ne savaient pas leur position. Donc certains se demandaient, Ntenda, Tabakia, par moment, vous pouvez même être de la mollesse. J'ai changé même avec l'un qui me dit, bon, moi j'ai vu le moment présent, quand ça va arriver là, c'est pas mon problème. Parce que ça a pris trop de temps et je crois que ça n'a rien à voir avec le dossier de Maître Constant Moutamba. Insécurité à Kolwezi, quelle lecture faites-vous, Maître Etienne? Vous êtes un habitant de la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi. Quelle est la lecture que vous, à votre niveau, vous faites de la situation sécuritaire en province? C'est quand même une question délicate. Et chaque fois qu'il y a des avis divergents, les gouvernants ont l'impression d'être ciblés voilà dire, ils ont l'impression d'être ciblés par ceux qui émettent des avis en termes avec des critiques. Mais je crois que parmi les priorités du Léviathan, de l'État, il y a la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est pour ça que le peuple a accepté de donner une partie de leur souveraineté au Léviathan qui est l'État Limbulamatari
pour le protéger. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des cas récurrents d'intrusion dans les maisons. Dernièrement, il y a même un avocat qui avait été visité. Il y a le numéro du CCO qui a toujours été partagé. Et ça, je salue. Chaque fois qu'on appelle, ils interviennent. Donc, ils interviennent. Vous avez déjà appelé aussi à ce numéro? Vous Non, avez moi, déjà eu appelé? Non, moi, j'ai jamais été victime. Le bon Dieu me protège. Donc, mais il y a ces numéros-là, je crois d'ailleurs dans les forums d'avocats, on l'a toujours partagé, ce qui donne l'espoir de la sécurité par rapport à ça. Mais le plus important ici, c'est que ceux qui sont en charge de la sécurité doivent faire en sorte de démanteler ces mouvements-là. Il ne s'agit pas d'arrêter les gens de manière isolée, mais de se dire apparemment il y a un banditisme qui s'installe, qui en sont les pionniers, comment ils fonctionnent, les modus operandi, faire en sorte d'aller jusqu'au bout. Donc il faut une étude des fonds. Il faut une étude des fonds, prendre très au sérieux cette situation, même quand vous arrêtez certains, sans tambour, sans rien. Vous les écoutez, vous pouvez les changer en agent double, et vous les laissez aller, ils vous donnent des informations. Il y a les systèmes de rançon, on peut dire, écoutez, bon, on comprend que c'est par souffrance que vous faites ces histoires ici, on vous garantit que vous n'irez nulle part. Aidez-nous à démanteler ces mouvements, on peut vous récompenser comme ça. Donc ça, ce sont des opérations. Donc il faut mettre des stratégies sur pied. Il faut mettre des stratégies sur pied pour arriver à démanteler effectivement et permettre les gens d'avoir une nuit paisible. Alors à ce jour, le Lualaba qui se retrouve comme province stratégique économiquement parlant, je pense que j'y arrive, avec ces mouvements des bandits chaque jour, des paisibles citoyens qui se retrouvent visités chaque jour. Il y a même, c'était dans le coin un peu éloigné, mais à ce jour, ces mouvements s'enregistrent même au niveau du centre-ville. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part, la province, avec son autorité qui s'ébat à chaque jour, de faire en sorte que cette province puisse rayonner en termes de quiétude, en termes de paix, serait en train d'exposer aussi le partenaire? Dans une certaine mesure, oui. Mais je doute fort que ce soit avec la complicité des autorités parce que déjà, c'est à l'encontre de leur mission et ça doit être nécessairement une situation qui les enquiquine, qui les dérange. Et aujourd'hui, tout ce que moi je peux demander aux autorités provinciales, c'est d'étudier de fond en comble ces cas-là parce que nous avons des services de renseignement, nous avons la police, nous avons l'armée. Il y a aussi la population qui est appelée à dénoncer. Vous avez des jeunes gens, ils ne travaillent pas. Vous mettez la chrétienté de côté, ils sont suspects. Vous dénoncez. On est trop chrétiens. Oui, nous sommes trop chrétiens. Genre, moi, je l'ai fait dernièrement. Voilà. On avait remarqué un véhicule qui parquait souvent devant les cabinets. Il faut en sortir les soirs, on les a vus, les apparences et tout ça. Moi, j'étais très mal à l'aise. Et le lendemain, je suis allé, j'ai dénoncé. Et quand on est venu, heureusement, c'était pas. Quelqu'un dirait que vous êtes avocat, vous êtes habitué à vos bureaux et tout. Parce que, est-ce que nous avons cette culture de quitter la maison un matin? Je me dis, bon, je suis une mère. Je constate que dans cette parcelle, il y a beaucoup de jeunes gens. Je dois aller demander d'abord à la justice d'essayer d'enquêter. Est-ce qu'on a cette culture? Il faut avoir cette culture parce qu'en réalité, la sécurité, c'est un problème de tous. Et aujourd'hui, on peut beau critiquer, mais vous n'allez pas me dire que c'est Madame le gouverneur qui est le mieux sécurisé. Ou qui est en sécurité plutôt. C'est parce qu'elle-même est exposée à l'insécurité que vous voyez cortège militaire et tout ça. Les chefs de l'État n'en parlons pas. Donc il n'y a personne qui est en sécurité en réalité. Donc tous nous devons concourir à la sécurisation de la province. C'est pour ça que la population doit faire son travail et les autorités doivent faire leur travail. En symbiose, vous dénoncez tout ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on peut arriver à démanteler. Mais la grande responsabilité pèse sur l'État. Le chef de l'État insiste sur les développements à la base. Est-ce qu'on peut se permettre ici de parler de la sécurité à la base? Nous avons des chefs d'avenue, des chefs de quartier. Comment est-ce que nos autorités peuvent utiliser ces ressources pour protéger la vie des paisibles citoyens? Parce que qu'on ne se voile pas le visage, même si nous admettons que nous, populations, nous avons un rôle à jouer, mais d'abord notre sécurité, c'est la police. La police est là pour me sécuriser, moi et mes biens. Ça, c'est sa mission régalienne. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on veut dédouaner la police pour charger la population en disant que la population serait en train de cautionner certaines choses. Même si elle est appelée à collaborer, mais la mission revient d'abord à la police. Non, vous avez vu qu'il y a aujourd'hui, on a doté la PNC des véhicules et de tout ça, c'est pour permettre... Là aussi, il y a un débat. Ce sont des véhicules de quelle marque? Et nous avons quelle qualité de route? Est-ce que c'est tous les quartiers qui ont des routes asphaltées?
Bon, le plus important, c'est qu'il y ait d'abord des véhicules. C'est quelle marque, Ça Maître permet... Etienne? Non, l'idée, ce n'est pas la marque du véhicule. L'idée, c'est que la mobilité des forces d'intervention rapide peut être faite facilement, de 1. La mobilité se fera facilement où? Partout, nous avons des véhicules, on passe dans... La population se retrouve dans le fin fond du Lualaba, pas seulement dans le centre-ville. D'ailleurs, ceux qui sont au centre-ville, on a toujours estimé qu'ils sont très bien protégés parce que l'accès est facile. L'insécurité, c'est partout. Et même dans presque tout le quartier, je ne sais pas si je serai contredit, il y a toujours des groupes WhatsApp où il y a des gens, ils s'appellent, ils font les tours. Et des gens qui veillent et, à ces jours. Et ces groupes-là, quand vous les prenez, et puis il y a les numéros du CCO, vous pouvez déjà les introduire aussi là-bas en cas de problème. Aujourd'hui, les CCO, c'est tel, vous avez ces numéros-là, vous pouvez facilement appeler. Mais on ne peut pas se limiter simplement à créer ces groupes-là, à avoir des vouvouzés-là. Mais quand il y a des gens qui sont dangereux, vous refusez en pensant que le fait de les dénoncer, c'est les crimes contre l'humanité où vous n'êtes plus chrétien. Non, on doit dépasser cette mentalité-là. Chaque fois qu'il y a un mouvement suspect, chaque fois qu'il y a un véhicule qui vient souvent... Parce que ces gens-là ne viennent pas comme ça. Chose que les Zambiens maîtrisent bien. Un Zambien, tu arrives, tu es chez les voisins, il vient, il t'apporte même à manger, mais il va signaler à la police. Mais les Congolais, tu arrives, tu es étranger, tu es chez les voisins, son plus grand objectif, c'est t'amener à l'église. Dimanche, et ça, j'en ai déjà suffisamment parlé. Bon, on estime que tu seras converti à l'église. Non, dans la sécurité, c'est là qu'il y a un problème. Donc, il y a aussi notre part des responsabilités. Vous voyez, si la population fait aussi correctement son travail, en réalité, ces gens-là, pour aller visiter les gens, ils font les petits du millier, il y a des gens qui passent, il y a des gens... Les gens se connaissent dans les quartiers. Moi, moi, je vis souvent ma fumée, puis moi, ici, il y a un problème. Baba, nini, tu n'as pas pita sana, il y a quoi? Et même sans que avant de te éveiller. Vous ne dites rien. En ville comme en ville, chacun s'occupe de ce qui les concerne. C'est là qu'il y a le problème, donc il ne faut pas assez blâmer les autorités. Donc là, on peut se permettre de vivre comme au village, on doit savoir qui fait quoi, quand et comment. Oui, chacun doit contrôler celui qui est à côté de lui. Je vous ai dit que moi, je l'ai toujours fait et j'invite les autres à le faire. Et moi, chaque fois, par exemple, que je vois un véhicule, j'appelle déjà mes confrères. Pas tout ça. D'ailleurs, dernièrement, elle m'a même fait rire. Salou me dit, quoi, on a les tout quoi. Alors. Et ma femme qui me dit, pourquoi tu t'inquiètes autant? J'ai dit, ouais, tu es dans la sécurité, oui. Mais Maître Etienne, quelque part, vous ne trouvez pas que vous aussi, avocat, vous nous mettez en difficulté? Il n'y a pas très longtemps où la bourgmestre de Dilala, Françoise Mwangweji, que j'ai salué en passant, qui a affirmé haut et fort devant les caméras en disant, il a identifié un bandit qui était arrêté, qui a été présenté à elle, et elle a affirmé en disant, c'est pas la première fois que je vois ces visages. C'est un monsieur qui a déjà été arrêté et je suis surprise de le revoir encore aujourd'hui. Comment ces gens sortent? Parce que c'est vous qui êtes censé appliquer la loi. Est-ce que vous aussi, qui vous appelez magistrat, avocat, vous n'aurez pas aussi un rôle à jouer? Nous avons, bon, en tant qu'avocat, je ne suis pas porte-parole des avocats. En tant qu'avocat, j'ai un rôle à jouer et dans la configuration actuelle, on m'appelle auxiliaire de justice. Donc, je concours à la bonne administration de la justice. Et quand on arrête quelqu'un, obligatoirement, il n'est pas coupable. Souvent, ces histoires-là arrivent comment? Il y a déjà eu forfait et puis les enquêtes les matins pour montrer que les services ont fait le travail. On va ramasser certains jeunes du quartier qu'on a trouvé un peu bizarres là, sans preuve, sans rien. Comment voulez-vous qu'on le condamne? Ramasser. Il y a eu le cas de vol de sexe ici. On a vu des gens qui ont crié fort. Devant la justice ici, démontrer qu'on va Baroujendoula à Choné Cheten. Vous pouvez lapider quelqu'un comme ça qui est innocent. Si on arrête le vrai coupable et qu'il y a de preuves, comment voulez-vous qu'on les relaxe? Et les magistrats font leur travail. J'ai l'impression de faire face à un jeu de ping-pong. Les autorités disent que chez Tounabama, j'ai reçu le bourgmestre très récemment sur mon plateau qui dira, bon, Mimi Nababama, la justice, quand on va libérer, il a moi j'aurais fait ma part. Mais vous aussi, vous dites, vous nous amenez des gens que vous avez ramassés sans preuve, sans quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, la population ne fait-elle pas face à un jeu de ping-pong entre justice et autorité? Non, moi je ne dis pas que nécessairement c'est ce qui s'est passé. J'explique les contextes. Et vous le savez, même le frère Patrice Ngoyomsoko avait chanté ça. Intervention et yakakaka naritar. C'est-à-dire, on vous appelle, ils ont cassé, ils ont pillé, ils ont violé. Banakimbia, Djomunakouya. Et c'est comme ça que ça se passe souvent. Et quand vous arrivez maintenant les matins, c'est les enquêtes. Ah, ou comment tu as que ça, vous prenez. Ou ça, vous prenez. Et si ce sont ces genres de cas,
comment voulez-vous qu'on libère pas? S'il y a de preuves, je ne vois aucun magistrat consciencieux libéré. On peut suffisamment tirer sur ces gens-là, ils font leur travail. Parce qu'en réalité, ils ont des oncles, ils ont des tantes, ils ont des parents, ils savent que la vie de tout un chacun en dépend. Comment, moi, je ne vois pas quel magistrat irait libérer un bandit, balamubamba bien pas na bunduki, na mupanga, il a rikatakata, ma téléphone, il a baigné comme icône. En vertu de quoi? Il semblerait que l'article de la Constitution, l'article 215, serait à la base de ce que nous vivons, parce que cet article ne laisse pas, ne permet pas à notre justice de bien faire son travail. Selon une autorité que j'ai reçue sur mon plateau, le bourgmestre Thierry Sambumba, qui estime qu'il serait mieux de fusiller même ces personnes, mais l'article 215 de la Constitution serait en train de bloquer cette chose. Déjà, l'article n'a rien à voir. Quand Maître Thierry dit cela, il faut comprendre au-delà de mots, lire entre les lignes. Ça veut dire que nous sommes en Afrique comme Mouichou, Abimufuraïchi. C'est comme ça qu'il envisage l'extrême, voyez-vous. Mais en réalité, aujourd'hui, on ne peut pas rentrer à ça, malheureusement. C'est l'époque de la vengeance privée, de la barbarie. On ne peut pas. Nous sommes une société organisée, avec un droit positif écrit. Si quelqu'un a commis un crime, une infraction, il y a de loi. La personne doit être jugée conformément à ses règles, dans le respect de ses droits aussi de la défense et présomption d'innocence. Dès lors qu'il est établi qu'il est coupable, il va... Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'a plus de confiance dans ses jugements? Parce que quand il parle des fusillés, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que nous faisons, ça n'apporte rien. Quelque part, il remet aussi l'appareil judiciaire en question. Non, je ne crois pas. D'où il faut fusiller parce que là, on en finit. Je rappelle que c'est un brillant avocat. C'est quelqu'un qui a côtoyé le palais. Là, il a parlé en tant qu'administratif, en tant que politique. Et je crois que c'est le cri d'alarme d'un père qui est fatigué. Donc, il envisage l'extrême. Il est fatigué parce que vous ne l'avez pas facilité la tâche, vos justices. Comment ça? Il n'existe aucun cas aujourd'hui où on vous a prouvé noir sur blanc qu'il y avait des preuves. Il assume arrêter, mais vous dites qu'il est fatigué. C'est-à-dire que malgré qu'il arrête, ça ne le permet pas de souffler. Il y a des évidences aujourd'hui que ce sont les gens qu'on aurait arrêtés, qu'on aurait libérés, qui continuent à perpétrer ces histoires-là. Je crois que c'est une question qu'il faut analyser à tête reposée. Ce sont des mouvements qu'il faut démanteler et infiltrer, et puis on finira par trouver des solutions. C'est un plaisir pour moi de partager ces plateaux avec vous, Maître Etienne Toumba. Je rappelle que vous êtes un analyste politique indépendant, en même temps avocat au barreau du Lualaba. Je pense, si je n'ai pas tort. Exactement, au prestigieux barreau du Lualaba. Ah, pourquoi prestigieux? C'est le nôtre, c'est notre plaisir. Madame, messieurs, c'en est fini avec ce numéro de Politico. J'étais vraiment heureuse de... Vous nous avez accordé 58 minutes de votre temps. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire le vendredi à la même heure. Prenez bien soin de vous.